Bienvenue au podcast Le Sac du Cœur. Mon nom est Didier Orméjus. Comme à l'habitude, je vais être accompagné par Marc-André Chaloux. Et ensemble, on va parler des actualités de la NFL. Il se passe beaucoup de choses à l'approche de la période des joueurs autonomes. On va également y aller d'un petit avant-goût justement de cette période des joueurs autonomes qui va commencer la semaine prochaine. On va faire un retour également sur le camp d'évaluation, le fameux combine de la NFL qui a eu lieu à Indianapolis. Et Marc-André va partager ses surprises et déceptions de la dernière saison en termes de fantasy football à la position d'ailier rapproché. Alors, on a encore une fois un épisode chargé pour vous. Alors, Guillaume, sans plus tarder, par la musique. Marc-André, c'est pas les mouvements de personnel qui manquent là, du côté de la NFL. Lors des dernières semaines, puis comme je viens de le dire, la période des joueurs autonomes va commencer la semaine prochaine, mais les équipes qui font le ménage pour avoir de la place sous le plafond salarial, également afin d'échanger des joueurs aussi qui sont pas contents de leur situation. Puis c'était le cas de David Montgomery, le duo là, de Sonic et Knuckle, RRP, Rest in Peace, n'existe plus, puisque Montgomery va poursuivre sa carrière avec les Texans de Houston. Ben oui, on a eu droit à un avant-goût de qu'est-ce qu'on va avoir la semaine prochaine, alors que David Montgomery, c'est comme tu l'as dit, en retour du joueur de ligne à l'attaque, Jude Scruggs, et 2 choix au repêchage. Une grosse transaction, Didier. T'en as pensé quoi? Du côté des Lions, je peux comprendre, mais du côté des Texans, je trouve ça bizarre. Ouais, ben c'est du côté des Texans. Bon, t'es à la recherche d'un porteur de ballon. Tu sais, toi et moi, on avait parlé. Écoute, t'en souviens, là, durant l'été, on se disait qu'est-ce qui se passe avec Joe Mixon? Il a subi une blessure mystérieuse durant la saison morte. Et finalement, on n'a jamais vu Joe Mixon. On ne l'a pas vu de la saison du côté des Texans de Houston. Donc, on était à la recherche d'un porteur de ballon. C'est juste la seule chose. David Montgomery est rendu quoi, à 28, 29 ans. Bon, oui, il a partagé le champ arrière avec Gibbs. Donc, au moins, durant son séjour à Détroit. C'est pas comme si là, il a amassé le kilométrage, mais quand même, tu sais, les porteurs de ballon, à la fin vingtaine, généralement, c'est là justement qu'il y a une baisse de production. Donc, du côté des Texans d'Houston, j'ai hâte de voir ça, mais la ligne à l'attaque, pour moi, Marc-André, je sais pas ce que tu en penses. Peu importe qui est le porteur de ballon, cette ligne à l'attaque-là, tu sais, elle a eu des ennuis pendant la saison, on en avait discuté. Heureusement qu'on a trouvé Rudy Marks lors du dernier repêchage. Donc, j'imagine que là, ça va être ça le duo pour la prochaine saison, Montgomery et Marks dans le charrière des Texans d'Houston. Mais la ligne à attaque, pour moi, ça demeure un point d'interrogation. Je pense que c'est 2 joueurs au profil similaire aussi, Marks et Montgomery, des gars quand même assez imposants, hein, des mains potables, des mains pas pires. Mais moi, l'affaire qui me fait sourciller dans tout ça, Marks, t'en as c'était parlé, plus c'est la petit, ligne je à pense, l'attaque. par contre. Pardon? Ouais, un petit Ouais. peu, mais dans le sens, c'est le même, Un le peu même moins costaud, profil ouais. sur le terrain. Mais ça pour dire Mhm. que moi aussi, c'est la ligne à l'attaque des Texans. En plus, Didier, je vais t'amener sur une autre transaction que les Texans ont fait. On a échangé Titus Howard contre un choix de 5e ronde aux Browns pour par la suite échanger Montgomery. Premièrement, on a vraiment payé un choix de 4, un choix de 7 et un joueur pour Montgomery. Là, on a échangé Titus Howard, qui était potentiellement ton meilleur joueur de ligne dans une ligne à l'attaque médiocre. Je comprends pas. J'ai de la misère à voir comment on établit l'ordre des priorités dans les Texans. Est-ce que c'était chez les Texans, est-ce que c'était vraiment une priorité d'acquérir un porteur de ballon lorsqu'on n'a aucune ligne à l'attaque? En plus, tu échanges l'un de tes meilleurs éléments sur la ligne à l'attaque. Tu as déjà Woody Marks qui était quand même, qui t'a servi, qui t'a rendu de fiers services quand même à certains moments l'année dernière. Je sais pas, j'ai trouvé que l'ordre des priorités des Texans, c'est vraiment flou. Moi, ça me dit qu'on va vraiment faire le plein de joueurs de ligne offensive maintenant sur le marché des joueurs autonomes et surtout au repêchage. Je peux pas croire que les Texans repêcheront pas en priorité là, des joueurs de ligne offensive, mais j'ai trouvé ça bizarre là, qu'on échange justement un joueur de ligne pour acquérir un porteur de ballon, alors qu'on avait Woody Marks qui avait quand même été pas pire là, l'année dernière. Ouais, puis surtout que tu peux toujours trouver des porteurs de ballon au niveau du repêchage. Bon, c'est pas une grande cuvée de porteurs de ballon. Il n'y a pas nécessairement beaucoup de profondeur cette année, mais il y a la période des joueurs autonomes. On a décidé de compléter une transaction. Mais c'est tellement vrai que ce que tu dis, parce qu'en plus, c'est le jour de la marmotte, Marc-André. Je sais pas si tu te souviens, l'année dernière, les Texans, durant la saison morte, c'était des parties de Laramie Tunsil, qui était leur meilleur joueur de ligne à l'attaque à l'époque, le bloqueur à gauche. Puis là, on vient de faire encore une fois la même chose alors qu'on n'a pas résolu nos problèmes au niveau de la ligne à l'attaque. Donc, moi aussi, je vois ça comme toi, je trouve ça bizarre.
cette décision-là du côté des Texans de Houston. Puis j'ai ça ici. C'est pas la première fois que les Texans complètent une transaction pour un porteur de ballon ou qu'ils mettent sous contrat un porteur de ballon qui est pressenti pour être leur partant, puis il est âgé de 28-29 ans. Je vais te donner la liste, puis c'est pas comme ça on a eu beaucoup de succès. Donc, à Montgomery, Nick Chubb, qu'on avait mis sous contrat à la fin de Ah l'été ouais. dernier à la suite de la blessure à Joe Mixon. On n'avait pas le choix. On était mal pris. Bon, Joe Mixon, naturellement. David Johnson. Je sais pas si tu te souviens de la transaction avec Oui. DeAndre Hopkins. David Johnson, qui a absolument rien fait ou à peu près à Houston. Mark Ingram, aussi à la fin de la vingtaine, s'était joint au Texan de Houston. Mark Il n'a pas Ingram fait avec les grand-chose. Ses meilleurs Texans? jours étaient Ah derrière ouais? lui. Ouais. Oh, Ouais. Non, j'avais c'est ça, oublié tu vois, ça. tellement qu'on s'en souvient pas. Ben, ouais, ben ça, écoute, il avait pas été productif. À la fin de la vingtaine, ses meilleures années, il les a connues lorsqu'il portait les couleurs des Saints de la Nouvelle-Orléans. Il a pas joué pour les Ravens aussi, Mark Ingram. À moins que je me trompe. Oui, je pense bien. Ouais, il a joué pour les Ravens, ouais, il a joué pour les Ravens. Mais en Mhm. tout cas, Mark Ingram, Rex Burkhead. Tu te souviens de Rex Burkhead? Avec les Patriots, il y a eu des bons moments avec les Patriots. Ouais. Carlos Hyde, l'ancien de Ohio State. Donc, ça pour Wow! dire, on a un historique d'aller chercher des porteurs de ballon. On est content de le faire du côté des Texans, mais une fois que le joueur endosse l'uniforme de Houston, ben, on se rend compte qu'il est rendu au bout du rouleau. J'espère que ça ne sera pas le cas avec David Montgomery, mais la ligne à l'attaque, ça demeure un problème. Puis donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que depuis Arian Foster, on n'a pas vraiment eu de porteur de ballon dominant là, du côté des Texans. On est toujours à la recherche d'un porteur de ballon de cette trempe-là. Hey, je On pense monte qu'il à ne faut jamais loin. être aussi loin qu'Arian Foster. Je pense que tu as raison. Peut-être qu'il y en a il y a un porteur de ballon des Texans qui nous échappe, parce que les auditeurs vont nous écrire au pire. Ben, je ne sais pas s'il y en a un de qualité qui nous échappe, mais j'essaie d'y penser. Je pense qu'il faut Ouais. remonter à Arian Foster. Ouais, wow. Hey, ça Arian fait vraiment Foster, longtemps. qui, rappelons-le, avait été repêché par Kevin Costner là, pour les adeptes, pour les Ouais, cinéphiles. il jouait dans le rôle. Il jouait dans Draft Day, le film Draft Day, ouais. Ouais, Ok. ouais. Ah, c'est vrai, t'as jamais vu Draft Un Day, autre. le repêchage en Non, français? Ça a toujours été un non-sens pour non, moi. j'ai J'ai jamais jamais vu. voulu réécouter. C'est un bon film. C'est de la fiction. C'est pas, je Eh sais pas, les oui, films de football, mis à part les comédies, c'est Disney, en plus. j'ai jamais trippé. Écoute, je vais te dire de quoi, même Any Given Sunday, là, je me souviens, j'étais sorti de la salle de cinéma, puis j'étais comme, ah, tu sais, je sais pas, ça me laisse toujours sur mon appétit, les films de football, généralement. Pour vrai? Ben, Les Petits Géants, c'était bon, Ouais. là. Quand j'étais jeune, j'ai écouté beaucoup Les Oui, Petits oui, Géants. ben, c'est ça que je t'ai dit, les comédies, ouais, Little Giants, ça, j'avais aimé ça. The Longest Yard, j'avais trouvé Ouais, ça en drôle, prison même, avec même Adam la version Sandler, mais il y avait le... originale. Ouais. Ouais. Ben, quand j'étais jeune, pour dire comment je suis plus vieux, mais à l'époque, à Télémétropole, pas à TVA, à Télémétropole, ils jouaient souvent The Longest Yard avec Burt Reynolds. Wow. Quand j'étais enfant, j'étais comme, Wow. alright, ils jouent au football. Fait que là, j'écoutais ça, tu sais, j'étais genre au primaire, là, peut-être, là, à l'époque, là, ça fait longtemps. Ben, ça, Ah non, les ouais, donc comédies, t'aimes pas généralement, les films de sont foot? bonnes. Ouais. C'est pas que je les aime pas, c'est que je suis pas attiré vers ça. Je suis pas attiré vers ça, je vais pas les regarder. Il y avait d'autres programmes. Avais-tu vu de programmes à l'époque? Non, j'ai jamais vu ça. Non, ça me T'as dit jamais rien. vu de programme? Non. Ah, écoute, ça, c'est un excellent mauvais film. C'est un excellent mauvais. Tu sais, quand t'écoutes un film, puis tu sais que c'est mauvais, mais c'est bon en même temps. Alors, de programme, faut que tu vois ça, là. On parle quoi? 93 environ? Avec Welcome to the Jungle de Guns N' Roses qui jouait durant le montage du camp d'entraînement. Non, je te dis, t'aimerais ça. T'aimerais ça. Tu veux Mais écouter de quoi de léger? Si tu le trouves en à streamer général, quelque part, écoute ça, de programme. les films de sport, Didier, tu sais, même des films cultes, là, c'est pas souvent bon. Comme Slapshot, là, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon, Slapshot. Tu sais, je veux dire, mais c'est un film Ah, mais c'est culte. traduit en québécois. Tu peux pas battre ça. C'est traduit Ben, en c'est ça. québécois. Parce que c'est traduit, C'est ça qui est. Yvan Ponton joue dedans. C'est ça Ouais. qu'on se dit. Puis c'est... Ouais. Non, mais tu sais, je vais me faire pitcher des rushs, là, mais Fields of Dream, là. Wow. Fais attention à ce que tu vas dire, là. Attention à ce que tu vas dire. Ah, les gars. Qu'est-ce que tu vas Le dire gars sur voit des Field of Dreams? fantômes, man. Ouais. Et? T'aimes Ben, pas ça? écoute, Tu crois pas aux fantômes? c'est, or- Tu crois pas aux... c'est C'est ça ordinaire. qui est venu te C'est chercher? ordinaire. C'est culte. C'est comme, tu sais, les anges. Moi, je me souviens aussi, mais surtout les films de baseball, là. Les anges frappaient court. Aussi, là, tu sais, les anges descendaient prendre Non, le ça, j'ai gars. jamais C'était vu. comme. Ah ouais?
Je sais c'est quoi en Non, ça, anglais. j'ai jamais vu. Je sais c'est quoi, Angels mais. Hit and Run, je- sûrement. Mais, Non, en tout cas, bref. Angels in the Moi, Outfield, je pense. Je pense que c'est ça, mais. Mais les j'ai films de peut-être boxe, pas les films écouté. de boxe sont bons. Ben Dis-moi là, pas t'as que pas t'es vu pas un Rocky, fan ou que j'imagine, là? t'aimes pas les films de Rocky. Comment? Ok, t'as vu les films de Rocky au moins, là. Ben oui, ben j'espère, là, quand même, là. Ben là, je sais pas. Comme j'ai grandi en Yannick Plante, regardant mon Rocky. collègue, a jamais vu Rocky. Ça Ben m'avait. voyons donc. Je te jure. Pour Yannick, de vrai, là, il a je vu parlais d'un. aucun. Il a vu aucun des films de Rocky. Pour de Je vais vrai? toujours m'en souvenir. Je faisais une référence à Wow. Ivan Drago, là. Tu sais, le fameux speech dans Rocky 4, là. Ce soir, sur le ring, il y avait deux gars qui s'entretuaient. Mais c'est quand même mieux que 20 millions. Puis, Ouais, il a clairement, comme tu as fait de. écouté la version française, ouais. Ben Ouais, oui, j'étais jeune quand même, là. Mais, puis Yann, il était comme, qu'est-ce que tu dis? J'ai jamais vu ça. Puis j'étais il avait comme, aucune crème. idée de quoi tu parlais. Rocky, le premier, a gagné le score du meilleur film, pareil, là, en Ouais, ouais, Rocky 1, 1976. ouais. Ma mémoire est bonne. Ouais. Ouais. Mais les Wow, films il a de jamais boxe, vu ben, tu sais, Rocky. ouais. Mais Rocky, j'ai pas écouté. J'ai arrêté à Rocky 5. C'est déjà trop le cinquième. J'ai pas écouté Rocky Balboa. Cinquième, t'es Puis les mauvais. nouveaux avec Tommy la Ouais, mitraille. le Moi, 5. mon rythme, c'est la rue, Tommy. Ouais, 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 Tommy Gunn, ouais, je l'ai vu une fois à l'époque, puis je l'ai plus jamais revu. J'étais tellement déçu, surtout après Rocky 4. Rocky Balboa, j'ai arrêté de l'écouter au beau Non, milieu, je pense. j'ai Je pas vu l'avais ça. loué à l'époque en DVD. Ah, j'ai arrêté de l'écouter au beau milieu. Je pense qu'ils ont fait Mais un qu'est-ce qui est 2. bon, J'ai c'est. pas. Mais j'ai vu Creed, le premier, mais j'ai pas vu Creed 2. Tu veux Creed? Ouais. Mais Ok, j'ai pas Creed. vu Creed 2. Creed 2, c'est tiré par les cheveux. Là, c'est Drago avec son fils dans le 2. Ah. C'est un peu n'importe quoi. Le trois est pas pire. Le 3 est pas pire. Creed 1, c'est le meilleur. Je dirais un dans Ok. l'ordre, ça serait Il y a, Creed il y a, 1, Creed 3, puis Creed 2 il y en a- dernier. il y a 3 Creed. Ah ouais. Ok, je pense qu'il y en avait juste 2. Ouais, ouais, il y Ah en a là trois, là. ouais. Il y en a trois. Ce Mais le soir, sur troisième, le ring. ça a du bon sens. Ben, ça a du bon sens. Ouais. C'est sûr, là, des films de boxe, il y a un ami d'enfance de Michael B. Jordan, ben, Michael B. Jordan de Creed, là, qui sort de prison, genre, après 15 ans, puis après 2 combats, il se bat des gens en championnat du monde. Là. Ça n'a aucun bon sens, là, mais bon, Hmm. c'est toujours ça avec les films. Mais bref, The retournons aux Fighter, très actualités de la bon. NFL. Oui. J'ai vu Ça, The c'est avec qui, Fighter, ça, The Fighter? avec Colin. C'est l'acteur que. Attends un petit peu. Oh là là. J'ai un blanc. Ça, c'est pas Celui. un film d'MMA, d'arts martiaux mix, plus, The Fighter? Non, Ou c'est non, de la non, boxe, non. ça? C'est avec Christian Bale, c'est ça. Puis Mark Wahlberg. Je cherchais. Ok, non, j'ai pas vu Et ça. il fait un peu de la drogue, J'ai là. pas vu. Il est tout mince, Christian Bale là-dedans, puis c'est Mark Wahlberg. Ouais, Puis j'ai vu ben, des images de Christian Bale, ouais. Qui est c'est l'histoire de Mickey Superman, Ward, en ça, fait. ouais. Ok. Bref. Ah, Mais puis c'est très bon, ça. son frère est son Ouais. entraîneur, puis c'est ce rôle-là, je Ouais, pense que exact. Il Christian est dans Bale le joue. gros Ouais, je me drogue, souviens quand c'est puis. sorti, mais j'ai jamais vu. Ouais. Mais pour revenir à David Montgomery, et aussi on parle des Ouais. Lions, du point de vue des Lions, Didier, moi ça me dit une chose. Tu sais, on a vu lorsque Dan Campbell a pris les rênes là, de l'attaque des Lions la saison dernière, ben, on a vraiment donné davantage de ballon à Jahmyr Gibbs. Avec raison, Jahmyr Gibbs est un porteur de ballon étoile dans la NFL. Moi, maintenant, j'ai hâte de voir si on va vraiment donner toutes les touches ou toutes les opportunités ou presque toutes les opportunités à Jahmyr Gibbs ou si justement on va aller chercher peut-être un porteur de ballon moins cher sur le marché des joueurs autonomes, un porteur numéro 2, un marteau, on s'en cachera pas. Le David Montgomery, c'était le marteau pour Jahmyr Gibbs, qui était plus le gars habile là, qui fait des feintes et tout, plus spectaculaire, disons ça comme Mhm. ça. Mais j'ai hâte d'avoir un Emmanuel Wilson, un Tyler Algier, peut-être. Là, ça peut être une option pour les Lions, peut-être à moindre coût. J'ai hâte de voir ce qu'on va faire du côté des Lions. Ou si vraiment on va donner toutes les opportunités de se faire valoir à Jahmyr Gibbs. Et si je mets mon chapeau fantasy, si c'est ça qui arrive, Jahmyr Gibbs, ouh, Ouais, mais je pense pas. Je pense qu'on va trouver un autre porteur de ballon avec qui le jumeler, que ce soit via le marché des joueurs autonomes ou le repêchage. Tu sais, Jahmyr Gibbs, tu sais, il pèse 200 livres. Donc, il peut pas être tout seul dans ton champ arrière, sinon tu vas l'user très rapidement, là, je pense. Puis, lorsque l'attaque des Lions était à son meilleur, à son mieux, c'était sous Ben Johnson. Puis lui, il avait le don euh, de savoir quand utiliser soit Montgomery ou Gibbs, même au cours du match, au cours d'une rencontre. Tu sais, il allait avec celui qui était le plus productif, puis il faisait jouer, ou des fois il donnait une série à Gibbs,
La série suivante l'a donné au complet à David Montgomery. Tu sais, Ben Johnson avait vraiment, c'est ça, le pouls sur comment bien utiliser ses porteurs de ballon. Puis ça, c'est quelque chose qui a vraiment manqué, je pense, aux Lions lors de la dernière saison. Mais tout ça pour dire que, bon, on va jumeler Gibbs avec quelqu'un d'autre. Maintenant, en question de savoir qui sera ce porteur de ballon-là. Mais je pense que tu peux y aller juste avec Gibbs, étant donné qu'il n'est pas un porteur de ballon costaud. C'est ça, là, tu vas l'user trop rapidement. Donc ça, c'est quelque chose à surveiller afin de voir justement qui sera l'autre porteur de ballon dans le champ arrière des Lions en compagnie de Jahmyr Gibbs. Après des semaines de spéculation, les Cardinals ont annoncé, grosse nouvelle, ça, que Kyler Murray allait être libéré la semaine prochaine. C'est la fin d'une époque avec les Cardinals, Didier. Euh, on a pensé quoi? On en avait parlé un peu récemment lors des dernières éditions du podcast. Ça s'est concrétisé. Kyler Murray va se trouver sur d'autres cieux. J'ai bien hâte de voir, là, ce sera quoi le marché pour Kyler Murray. Ouais, écoute, bon, premièrement, il y a un nouveau régime maintenant en Arizona. On en avait discuté, comme tu viens de le dire, les gens qui l'ont repêché, ça fait quelques années qu'ils ne sont plus là. Mais la question de savoir, c'est ça va être quoi sa prochaine destination à Kyler Murray? Moi, c'est ce que j'ai hâte de voir. Il y a des rumeurs qu'il envoie peut-être au Minnesota. On parle de Murray, de Richardson aussi. Peut-être qu'il pourrait joindre aux Vikings du Tyler Minnesota. McKee, On parle Tyler McKay, ah, j'ai pas vu ça. Et quoi, il y a des rumeurs qu'il ouais, envoie au serait Minnesota? en demande, là, le carrière substitut des Eagles. Ah ouais, ben écoute, McKay, Les à chaque fois qu'on Steelers, l'a les vu jouer, Vikings. règle généralement, là, il a été productif. Là. Tu sais, il y a de quoi Mhm. d'intriguant de son côté. Ben, ok, ouais, je savais pas. Il y a des rumeurs qu'il l'envoyait Mhm. au Minnesota. Mais Bref, c'est des écoute, rumeurs. on va voir, on n'aura pas à attendre. Ouais, ben on n'aura pas à attendre longtemps. Là. Tu sais, la période des joueurs autonomes, ça va commencer la semaine prochaine. Donc, on n'aura pas à attendre longtemps afin de voir où Kyler Murray va poursuivre sa carrière. Mais bon, moi, j'en ai parlé souvent durant le podcast. J'ai lancé la serviette dans le cas de Kyler Murray en raison de sa petite taille. On verra s'il pourra relancer sa carrière à la Sam Darnold, mais j'en doute énormément. Ses droits au baseball, la personne encore au Ace en passant, qui était un choix de première ronde au baseball. Je sais pas s'il pourrait faire la transition. Ça serait drôle. Ça serait peut-être une option. Ouais, Bref, ben là, mais il du est côté trop des. tard, là, je pense. Je Je pense sais, pas qu'il va être ouais. capable de frapper une balle courbe là, après quoi, 10 ans sans avoir joué ou à peu près. Là. Mais du côté des Cards, Didier, où est-ce qu'on s'en va? Moi, c'est ça la question. Je veux dire, il y a des rumeurs qui envoient Jimmy Garoppolo, imagine-toi donc, en Arizona avec Mike Lafleur. Donc, Jimmy Mhm. Garoppolo, Mike Lafleur, et c'est qui le coordinateur offensif? Nathaniel Hackett. Nathaniel Hackett, Encore Didier. une fois, une autre chance pour lui. Moi, C'est incroyable. je répète, Hackett, Lafleur, Jimmy G, ça n'augure rien de bon. Là. C'est un trio qui fait peur. Juste entendre les Mais, noms hein, ensemble. Là. Ben, mais, regarde, hein. c'est ça les Cardinals. Hein. C'est une des plus belles concessions de toute la NFL. Écoute, je ne suis même pas sûr si on a participé 15 fois en éliminatoire là, en près de 100 ans d'existence ou à peu près. Là. C'est pas des farces. Mais oui, en tout cas, on verra qui sera la carrière des Cardinals. Est-ce qu'on va se rabattre sur le repêchage? En tout cas, on verra bien. Mais Kyler Murray, peut-être au Minnesota, il y a Geno Smith. Il y a des rumeurs comme quoi Geno Smith Ouais, peut-être j'ai vu ça. intéresserait les Vikings. Mais clairement, les Vikings n'ont pas confiance en J.J. McCarthy. Là. Dès qu'il y a un carrière qui se fait libérer ou on sait qu'il va devenir joueur autonome, les carrières sont liées aux Vikings. Donc, clairement, on ne croit pas en J.J. McCarthy. Je vais faire la nouvelle sur les Vikings immédiatement. On va aller dans la continuité. Donc, les Vikings ont informé Aaron Jones et Javon Hargrave qu'ils seront libérés. Le Minnesota tente également d'échanger le vétéran ailier défensif Jonathan Greenhard. Donc, Didier, moi, je trouve ça étrange aussi du côté des Vikings. On veut faire le ménage. Clairement, on a des besoins. On essaie peut-être de faire peau neuve, mais on a quand même gagné 9 victoires la saison. On a quand même obtenu 9 victoires la saison dernière. Quand même intriguant. Oui, malgré tout ce qui s'est passé à la position de carrière, on a terminé avec une fiche gagnante. Mais là, il y a également le plafond salarial, là. Qui est un facteur, qui est la raison pour laquelle on fait un petit ménage du côté des Vikings en libérant Aaron Jones, Javon Hargrave. C'est la même chose également pour Jonathan Greenard. Là. On aimerait l'échanger. Greenard n'a pas été productif l'année dernière, 3 sacs et demi, si je me souviens bien. Il empoche un bon salaire. Alors, c'est ça, on veut faire de la place sous le plafond salarial du côté des Vikings du Minnesota. Puis honnêtement, moi, Aaron Jones, j'ai été surpris de la saison qu'il a donnée aux Vikings l'année dernière. Il a raté des matchs en raison de blessures. Ça, c'est quelque chose qui devient récurrent dans son cas. Mais
même avant le début de la saison, je veux dire, OK, il n'est pas arrivé au bout du rouleau, donc il a quand même été productif en 2025 du côté des Vikings du Minnesota. Mais comme je le disais d'entrée de jeu, il y a des équipes qui doivent faire de la place sur le plafond salarial, malgré le fait qu'on a annoncé que le plafond allait augmenter. Mais c'est ce qui se passe présentement du côté des Vikings du Minnesota. Il reste Jordan Mason dans le champ arrière des Vikings, donc ce sera potentiellement une destination prisée là, pour les porteurs de ballon qui seront joueurs autonomes la semaine prochaine, là, celle des Vikings du Minnesota. Les Colts ont désigné l'étiquette de joueur Mm. de concession à Daniel Jones. Oui, en fait, c'est l'étiquette de joueur de Joueur de transition transition. qu'on a donné ouais, à Daniel Jones. Ouais, ça fait en sorte que ça coûte environ 3 millions là, par année de moins que l'étiquette de joueur de concession, d'après ce que j'ai lu là, hier, lorsqu'on a annoncé ça. Alors, c'est ça, là, c'est une façon d'épargner de l'argent, mais toutefois, il y a une équipe qui peut faire une offre à Daniel Jones, étant donné que c'est l'étiquette de joueur de transition et non de joueur de concession. Donc, il y a toujours un risque que les Colts perdent Daniel Jones, mais étant donné qu'il a vu sa saison 2025 prendre fin à la suite d'une déchirure en tendon d'Achille, ben, les Colts prennent le pari qu'aucune équipe serait intéressée à faire une offre à Daniel Jones. Ça leur permet d'épargner quelques sous. Mais il faut faire attention, là. Imagine-toi si les Colts perdaient Daniel Jones. Là, on n'aurait plus rien à la position carrière, mis à part de Riley Leonard. Mais c'est un pari qu'on prend et qu'on devrait gagner, il me semble, du côté d'Indianapolis. Hein. Une nouvelle surprenante hier en provenance de Chicago, alors que le joueur de centre Drew Dalman a annoncé qu'il se retirait à l'âge de 27 ans. Dalman faisait partie là, de cette ligne à l'attaque qu'on avait revampée côté des Bears, qui avait signé une entente de 3 ans de Mhm. 42 millions dans l'entre-saison pour se joindre aux Bears. J'ai essayé de voir un peu les raisons du pourquoi de cette annonce-là. J'imagine que c'est la santé Drew Dalman, mais je veux dire, c'est une nouvelle qui est assez surprenante là, pour les Bears, qui une équipe, là, c'est surtout un front, une ligne à l'attaque, puis une équipe qui était en ascension. Là. Ouais, ben dans le cas de Dorman, qu'est-ce que je comprends, son père a joué dans la NFL. Il a des problèmes de santé. Alors, je ne sais pas si lui, tu sais, si Drew Dorman, lui, il a vu l'état dans lequel son père est, puis il s'est dit, regarde, sais-tu quoi, j'ai fait suffisamment d'argent pour le restant de mes jours. J'ai pas besoin de continuer à jouer puis à détruire mon corps en poursuivant ma carrière. Donc, écoute, si lui est à l'aise avec sa décision, ben, tant mieux. Si financièrement, il a assez d'argent pour le restant de ses jours. Ben, je comprends absolument sa décision. Surtout, tu sais, il voit les effets que le football a sur le corps avec son père. Puis dans le cas des Bears de Chicago, ben, c'est dommage. Parce que là, tu sais, on avait réussi à faire de notre ligne à attaque qui était une faiblesse il y a 2 ans, à la rendre une des bonnes de la NFL. Là, il faut se retrouver, faut trouver un nouveau centre maintenant. Alors, tu sais, il faut continuer à faire du travail du côté des Bears de Chicago, mais je suis certain qu'ils ont vraiment été surpris par la décision de Dalman. C'est comme tu as dit, il avait juste 27 ans. Ben, il a juste 27 ans. Mesdames, Messieurs, le podcast Le Sac du Corps aimerait offrir ses sympathies à Brees Hall. Les Jets ont Ah, finalement décerné l'étiquette de joueur de concession à Brees Hall pour l'année prochaine. Donc, Brees Hall va demeurer avec les Jets s'il n'est pas échangé. Écoute, Didier, pauvre Brees Hall. C'est ça qui me vient à l'esprit. ouais, pauvre Brissard, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas en venir à une entente avec les Jets pour un contrat Non. à long terme. Tu sais, c'est ce que ça permet, l'étiquette de joueur de concession, ça permet aux équipes d'acheter du temps pour en venir à une entente avec un de leurs joueurs. En tout cas, je vais lui souhaiter ça. Tu sais, au moins qu'il fasse sauter la banque, parce que c'est pas comme si là, les Jets vont gagner beaucoup de matchs la saison prochaine. On a un tableau, Didier, des joueurs qui n'ont pas reçu l'étiquette de joueur de concession et pourraient devenir joueurs autonomes. Écoute, la semaine prochaine, lorsque le marché va s'ouvrir. Donc, on a évidemment Kenneth Walker. Ça a été confirmé que les Seahawks, on le voyait venir depuis Ouais. quelques semaines, que les Seahawks ne lui ont pas offert, justement, ne l'ont pas apposé l'étiquette de joueur de concession. Alec Pierce, le receveur de passe des Colts. Odafe Owe, l'allié défensif des Chargers. Travis Etienne, le porteur de ballon des Jaguars, Tyler Linderbaum, le joueur de centre des Ravens, qui sera très convoité, et Trey Hendrickson, Ouais. l'ailier défensif étoile des Bengals. Ouais, je veux porter l'attention sur Trey Hendrickson. Tu sais, je pense que tout ce qui s'est passé depuis 1 an, OK, dans le dossier de Hendrickson et des Bengals, ça nous démontre pourquoi les Bengals
sont généralement une mauvaise équipe, une des pires équipes de la NFL, une équipe qui est généralement pas compétitive, malgré le fait qu'on a du talent du côté de l'attaque. Ça fait aucun sens, Marc-André. Ça fait aucun sens. On aurait pu échanger Trey Hendrickson. Ça fait 2 ans que lui demandait à être échangé. On s'entêtait à le garder à Cincinnati, alors que lui ne voulait plus être là. Il voulait avoir un nouveau contrat. Souviens-toi, l'année passée, là, à pareille date, on parlait juste de ça durant toute la saison morte. Là, on va le perdre pour absolument rien en retour. Alors qu'on aurait pu l'échanger depuis 2 ans. Ça fait 2 ans que ce dossier-là, il traîne. Fait que c'est ça, les Bengals. Là, on va perdre Hendrickson pour absolument rien en retour. C'est une équipe qui a besoin justement de choix repêchage pour améliorer une fois pour toutes cette unité défensive, mais c'est ça, les Bengals. C'est vraiment ça. J'oublie de quelle autre équipe qu'on parlait la semaine dernière. Il y avait un cas similaire avec un joueur qu'on va perdre pour absolument rien via le marché des joueurs autonomes alors qu'on aurait pu l'échanger à la date limite des transactions. Ah, c'est les Browns. Ben oui. L'autre équipe en Ohio avec David Njoku qu'on a gardé, demande-moi pas pourquoi, alors qu'on savait que la saison, ça allait absolument nulle part. Ben c'est ça, il y a une raison pourquoi les Bengals sont tout le temps mauvais, année après année. On a des soubresauts ici et là, bon, comme la participation au Super Bowl, il y a quoi maintenant, 5 ans, 5-6 ans de ça, je ne sais plus, le temps passe tellement vite. Mais il n'y a rien de constant du côté de l'organisation des Bengals, ben c'est ça. C'est ça, les mauvaises décisions de la sorte, comme on fait avec nos voisins à Cleveland. Mais ça fait tellement aucun sens. On aurait pu échanger Hendrickson, puis là, on va le perdre pour absolument rien en retour. L'année dernière ou l'année précédente, le retour aurait été incroyable en termes de choix au repêchage. Un peu ce que. Ben Il oui. fallait le monnayer, un peu ce que les Raiders font avec Max Crosby. Je pense que c'est une décision judicieuse de leur part. Est-ce qu'il va être échangé? Je ne le sais pas. Mais je pense que, tu sais, les offres vont pleuvoir ou pleuvent déjà pour Max Crosby. Puis je pense que dans un processus de reconstruction, les Raiders sont en train vraiment de réussir là où les Bengals ont échoué. Là. Moi aussi, j'ai vraiment rien à ajouter. Je trouve que on ne voit pas venir les coups d'avance du côté des Bengals. Puis on vient de passer par-dessus une belle opportunité là, de se regarnir en termes de choix au repêchage et de jeunes talents également. Là. Les Commanders ont Tu as informé mentionné le le nom demi. de Max Crosby avant d'enchaîner. Il y a Oui, plusieurs rumeurs. Là, je suis sûr que tu as vu ça là, concernant Max Crosby. On parle peut-être les Cowboys afin de remplacer Micah Parsons, qu'on avait déjà, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais j'ai entendu une rumeur, les Seahawks. Apparemment, les wow. Seahawks seraient intéressants à Max Crosby. Imagine-toi, la ligne défensive était déjà dominante. Ça, on arrive à amener Crosby à Seattle. En tout cas, c'est juste une rumeur. On va voir qu'est-ce qui va arriver. Mais décidément, il ne sera pas de retour avec Vegas. Puis la chose à faire du côté des Raiders. Le moment est venu de repartir en neuf, de Mm. reconstruire complètement. On a le tout premier choix du repêchage. Tout porte à croire qu'on va sélectionner carrière d'Indiana, Fernando Mendoza. Écoute, Crosby a quoi, 28 ans maintenant? Le temps que la reconstruction soit faite, ils sont en mesure là, de faire une bonne reconstruction du côté des Raiders. Il va être rendu dans la trentaine. C'est là, le moment est là, afin d'échanger Crosby. Il ne faut pas faire comme les Bengals, il ne faut pas faire comme les Browns. Le moment est là pour les Raiders, donc j'ai hâte de voir ça, s'ils vont effectivement échanger Max Crosby. Les Commanders ont informé le demi de coin Marshawn Lattimore. Ils ont l'intention de le libérer la semaine prochaine. Didier, est-ce que Marshawn Lattimore est au bout du rouleau? Oui, je pense que oui. Finalement, cette transaction-là, elle n'a pas été bonne pour Washington. Je me souviens, il y a 2 ans, Non. lorsqu'ils avaient fait son acquisition là, lors de la saison recrue de Jaden Daniels, on avait des ennuis au niveau de la tertiaire. Puis je me souviens, lorsqu'on a fait l'acquisition de Lattimore, on se disait, hey, c'est exactement ce dont on a besoin à Washington, un demi-coin numéro un. Mais il est en perte de vitesse depuis. Là. Il y a eu des blessures aux jambes, il commence à être âgé. Alors, non, c'est ça. Écoute, on passe à autre chose du côté des Commanders. Mais pour répondre à ta question, oui. Oui, Marshall Lattimore est rendu au bout du rouleau, selon moi. En prévision de l'ouverture du marché des joueurs autonomes qui vont se dérouler la semaine prochaine, on a décidé de jouer un petit jeu de vraiment s'attarder chacun sur deux joueurs autonomes, la Mm. perspective, où ce qu'ils pourraient aboutir. Bref, Didier, quels sont, premièrement, ton premier nom? Là, sur quel joueur autonome tu veux vraiment t'attarder là, en premier? Ouais, c'est ceux qui m'intriguent. Bon, on vient de parler de Trey Hendrickson, naturellement. Malik Willis, lui, va faire sauter la banque via le marché des joueurs autonomes. Ça, c'est un choix évident. Mais s'il n'en vient pas une entente avec les Colts d'Indianapolis, ça dit ça la semaine prochaine, Alec Pierce, Marc-André, Alec Pierce, receveur tellement explosif.
Lui, là, il pourrait. C'en a un autre qui pourrait faire sauter la banque, là. Écoute-moi ça, l'année dernière, il a une moyenne. Écoute, là, j'ai ça ici, laisse-moi dire ça. Sa moyenne de verges par réception, c'est ce que je cherche. 21. Hey, ça n'a aucun bon sens. 21,3. OK, en moyenne par réception. En 2024, 22,3 verges par réception en moyenne. C'est Monsieur Gros Jeu. Il vient d'atteindre la marque des 1000 verges par votre réception pour la première fois de sa carrière. Il est âgé de 25 ans seulement. OK? Il va avoir 26 ans cette année au mois de mai. Alec Pierce, tu sais, 6 pieds 3, 211 livres, court un 4-3, explosif, réussit les attrapés contestés, c'est tout un athlète. Moi, il m'intrigue énormément. Moi, je ne peux pas croire que les Colts ne vont pas le garder. Ils ne vont pas trouver une façon de garder Alec Pierce, d'avenir une entente avec lui. C'est le genre de joueur que. Ben c'est ça, c'est ça que tu recherches. Le repêchage s'en vient le mois prochain. C'est pour trouver des joueurs, des bons jeunes joueurs comme Alec Pierce que tu repêches. Je ne peux pas croire qu'Indianapolis va le laisser partir, mais s'il devient joueur autonome, j'ai bien hâte de voir le contrat qu'il va dénicher, mais crois-moi qu'il va faire sauter la banque. Lorsqu'on dit qu'il y a des équipes là, qu'on cherche un receveur pour retirer les défenses, je pense que Alec Pierce, on regarde les Niners, Ah, par exemple, on se demandait c'était quoi, les Bills, on se demandait c'était qui le receveur pour retirer les défenses dans les zones profondes, les longs ouais. tracés. Alec Pierce pourrait. Écoute, c'est un Rashid Shaheed, là, c'est du côté des Seahawks. On a perdu Rashid Shaheed. Peut-être que Alec Pierce, ça pourrait être une option pour le remplacer. Bref, j'ai hâte de voir. Hmm. J'ai hâte de voir, mais c'est un bon receveur. Là. Tu fais bien de mettre en lumière sa moyenne de verges par attraper. Quand même assez impressionnant. Définitivement. Toi, de ton côté, quel joueur autonome t'intrigue? Est-ce qu'il y en a un qui t'intrigue plus que J'y vais les avec autres? mon cœur. Je vais te parler de Jalen Phillips, l'ailier Ah, je défensif le savais, je le savais. des Eagles de Philadelphie. Dès que tu as dit Écoute, j'y vais avec mon cœur, je savais où tu t'en allais. c'est assez fascinant le cas de Jalen Phillips. Souvent blessé, il a été blessé en 2024 avec les Dolphins, puis lorsqu'il a été acquis par les Eagles la saison dernière, a vraiment relancé sa carrière. En fait, j'ai trouvé qu'il a ouvert là, un peu la défense des Eagles. Ça a vraiment été un mariage parfait avec la défense de ce que présentait Vic Fangio pour Jalen Phillips. Il s'est vraiment épanoui dans la défense des Eagles. Je trouve ça d'ailleurs triste qu'il soit joueur autonome, qu'il peut aller voir ailleurs parce que je pense que les Eagles auraient. Si j'étais les Eagles, j'irais assurément lui tendre une autre offre. Mais oui, Jalen Phillips, j'ai hâte parce que je pense que ça va être un joueur convoité. Je pense que son séjour avec les Eagles ne fait qu'améliorer. Je pense qu'il n'y a pas un gars qui va avoir vu son salaire augmenter autant que lui là, en 2026. OK, j'aime ça. J'aime ça, j'aime ça. Mais ouais, c'est comme tu as dit, c'était tellement un bon fit avec les Eagles de Philadelphie, mais position de chasseur de quart, là, c'est une des quatre positions les plus importantes sur le terrain. Donc, Phillips va faire sauter la banque. Je pense que ben, ça aurait pas été une bonne idée de sa part. Et je pense de re-signer avec les Eagles de Philadelphie parce que sur le marché, il va être en demande. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Moi, mon deuxième joueur qui retient mon attention, c'est Devin Lloyd, secondaire de ligne, anciennement des Jaguars de Jacksonville. Écoute, Lloyd va juste avoir 27 ans lorsque la saison va commencer, la saison 2026. Il a vraiment connu toute une saison là, l'année dernière du côté des Jaguars. C'est un ancien choix de première ronde de Jacksonville. 5 interceptions l'année dernière. 5, Marc-André. C'est tout le temps la statistique, mis à part les points marqués, points concédés, c'est quoi la statistique la plus importante? On en parle à toutes les semaines, ce sont les revirements. Donc, d'avoir un joueur de la trempe de Lloyd, peu importe l'équipe qui va le mettre sous contrat, d'après moi, il devrait avoir un impact immédiat. Il l'a démontré depuis le début de sa carrière avec les Jaguars qu'il est un joueur d'impact. Alors, moi, c'est ça. Moi, Devin Lloyd, c'est mon deuxième joueur qui m'intrigue là, via les joueurs autonomes potentiels. Moi, j'ai envie de te parler de John Franklin Myers, qui est un. Il est listé Hmm. comme ailier défensif, mais il a joué à l'intérieur comme plaqueur défensif la saison dernière Ouais, c'est avec plus les un Broncos. plaqueur. Ouais. Ouais, John Franklin Myers, bon, il est excellent contre le jeu au sol. Puis je pense surtout, c'est que c'est un gars qui s'élève parmi la masse parce qu'il n'y a pas beaucoup de compétition sur le marché des joueurs autonomes à la position qu'il occupe. Même chose dans le repêchage, c'est quand même Ouais. une position quand même qui va être assez pas, je dirais pas minime, mais ça va être une position quand même qui est c'est pas la meilleure année, là, la meilleure QV pour
les plaqueurs défensifs. Donc, je pense que c'est un gars qui pourra en profiter. Effectivement. 14,5 sacs au cours des 2 dernières années. Excelle contre le jeu au sol. J'ai l'air de m'acharner, mais des équipes contre les 49ers, les Bills, les Bears, qui ont eu des difficultés contre le jeu au sol. Je pense que c'est un gars qui peut créer du chaos à l'intérieur, qui est excellent. C'est pas le gars le plus rapide, mais quand même, c'est un gars qui se débrouille bien, qui, comme je l'ai dit, 14,5 sacs pour un plaqueur défensif, c'est quand même non négligeable. Je pense que dans une bonne défense, dans une défense qui lui est adéquate, il peut rapporter des dividendes. Ouais, écoute, Marc-André, l'année dernière, 7 sacs et demi, 23 pressions. Comme tu l'as dit, c'est un joueur qui est essentiellement là pour arrêter le jeu au sol. Mais c'est tout un joueur de football, Franklin Myers. C'est même lorsqu'il jouait avec les Jets, à chaque fois que je voyais les Jets jouer, il se démarquait tout le temps. À Denver, on ne peut pas garder tout le monde au sein de la ligne défensive. On a Mhm. déjà Nick Bonito qui fait un gros salaire, Zach Allen également, donc c'est ça qui arrive. Mais Franklin Myers, ouais, je suis d'accord avec toi. C'en a un autre qui devrait être en demande parce que c'est pas une bonne cuvée de plaqueurs au niveau du repêchage, même au niveau du marché des joueurs autonomes. Il est de loin le meilleur à sa position. On vient de le voir tout au long des éliminatoires. Les équipes qui ont eu du succès, dont l'équipe championne du Super Bowl, une des raisons pour laquelle les Seahawks ont eu du succès, c'est en raison de leur ligne défensive, d'être capable de générer de la pression avec seulement 4 joueurs. Je suis certain que toutes les équipes, les autres équipes vont essayer de recréer ça. Alors, ouais, Franklin Myers, ouais, j'aime bien ton choix. C'en a un autre qui va faire sauter la banque au cours des prochains jours. On va passer maintenant au combine, au fameux camp d'évaluation. Tu as dressé une liste de joueurs, Didier, qui t'ont impressionné et de joueurs qui t'ont un peu plus déçu lors du camp d'évaluation la fin de semaine dernière. On commence par Arville Reese, qui est un ailier défensif de l'université Ohio State. Il y a beaucoup de joueurs de Ohio State dans ta liste. Mais Arville Reese, Didier, est-ce Ouais. que tu peux nous dire comment il t'a impressionné? Année après année, là, les Buckeyes, c'est une usine. Là. C'est une usine de joueurs pour la NFL. Là. C'est vraiment incroyable. Ça ne sera pas différent cette année lors du repêchage. Mais écoute, Reese, il a couru un 4-4-6 aux 40 verges. OK? C'est un joueur bon, qui joue à la position de secondaire extérieur, à la position de chasseur de quart. Là, ça va être à l'équipe qui va le repêcher de déterminer à quelle position nécessairement il va jouer, mais ça me fait penser un peu à Michael Parsons. Lorsque les Cowboys ont repêché Parsons après sa carrière à Penn State, il jouait à la position de secondaire de ligne, essentiellement Michael Parsons. Puis on en a fait un chasseur de quart, parce qu'on avait vu sur les vidéos qu'il avait un certain potentiel en tant que chasseur de quart. C'est la même chose pour Arvell Reese. Je pense même Reese l'a démontré plus que Parsons lorsque Parsons était à Penn State. Donc, ça va être intéressant de voir les Jets. Les Jets sont le deuxième choix du repêchage. On vient d'échanger Jermaine Johnson au Titan du Tennessee. On a besoin de la position de chasseur de quart. Alors, Reese, puis on va parler un peu plus tard là, également de Sonny Styles, oui, un autre Buckeye. Euh, un de ces deux joueurs-là, si l'ordre du repêchage ne change pas, d'ici le repêchage, pourrait être sélectionné par les Jets de New York. Mais vraiment, Reese, c'est toute une performance qu'il a offert durant le combine. En fait, je pense que Reese est même listé comme secondaire également, puis il évolue à la position d'ailier défensif. C'est ça que je voulais apporter comme précision. Mais Arvin Reese, tu le vois pas Mhm. sortir du top 3, là, j'imagine, au repêchage, ou même top 5, top 3. Je pense top 5. Avec les qualités athlétiques, Ouais. avec le combine qu'il a connu, je vois pas. Et il a été productif sur le terrain. Là. C'est pas juste en raison du combine, mais écoute, il a connu toute une saison du côté de la défense d'Ohio State. Encore une fois, les positions, là, les positions élites, si on peut dire, les positions les plus importantes, carrière, bloqueur à gauche, chasseur de quart, demi de coin. Lorsque tu as des athlètes de la trempe de Harville Reese, tu ne peux pas laisser passer ça. Donc, pour moi, il devrait être sélectionné dans le top 5, dans le top 6 du repêchage, là, pas plus tard. Les observateurs, on voit beaucoup, c'est soit lui, soit Reese, soit David Bailey, là, qui pourrait se retrouver en deuxième aux Jets. Ça reste à voir. Ben, t'en as parlé, on a un secondaire un peu plus classique, là, Ohio State également, Sonny Styles, qui lui a vraiment fracassé là, tous les records, a connu un camp d'évaluation exceptionnel. C'est incroyable. Quel athlète, là. Tu sais, quel Ouais. athlète. Puis je pense vraiment maintenant, c'est rendu une lutte à deux là, pour être sélectionné possiblement par les Jets au deuxième rang entre les deux anciens coéquipiers d'Ohio State, là, Reese et Stahl. Tu as parlé de David Bailey, qui est tout un joueur produit de l'Université Texas Tech, mais il n'a pas brillé autant que Reese et Stahl durant le combine. Mais Sonny Stahl,
écoute, Marc-André, premièrement, là, c'est un ancien maraudeur. OK? 6 pieds 5 pouces, 244 livres. Et la façon dont il se déplaçait sur le terrain là, du Lucas Oil Stadium, c'est incroyable. Là. À son gabarit, écoute, j'ai ça ici. Il a réussi un saut vertical de 43 pouces et demi. Il a couru un 4-4-6 lui aussi aux 40 verges. Il était un petit peu plus lourd que son coéquipier, son ancien coéquipier, Reese. Donc, s'il y a un joueur qui s'est aidé, je pense, durant le camp d'évaluation, c'est Sonny Styles. Tout à l'heure, on parlait de vieux films. Sonny, c'est pas son vrai prénom, mais je sais pas, t'as-tu regardé Le Parrain? Non, on parle vraiment de Oui, vieux films. Là. Tu vois, ça fait deux films qu'on mentionne des années 70, le premier Rocky puis Le Parrain. Sonny Corleone, ouais. qui avait un tempérament là, bouillant. Ben, les parents de Sonny Styles ben, lui ont donné Sonny comme surnom à cause que lorsqu'il était jeune, lorsqu'il était enfant, ben, il avait un tempérament bouillant comme Sonny Corleone. Donc, c'est la raison pour laquelle on l'a surnommé Sonny. Mais écoute, c'est tout un joueur de football. Là. 6 pieds 5 pouces. Moi, j'ai hâte de voir ça, là, parce que on s'entend, là, Mendoza devrait être le premier joueur sélectionné par les Raiders, à moins d'une surprise. Je pense qu'on peut dire ça, même si on est juste le 4 mars. Mais qui sera le deuxième joueur sélectionné? Je pense que c'est là que le repêchage, d'une certaine façon, va commencer au deuxième rang. En termes de tests, d'évaluation, ces chiffres, ces résultats, j'écoutais un podcast qui disait c'est essentiellement DK Metcalf à la position de secondaire. C'est le même genre de chiffres, de résultats qu'il a obtenu. Donc, en termes d'athlétisme, d'habileté, c'est quand même assez impressionnant. Puis oui, Sonny Styles était ici dans le top 15. Je pense qu'il va intégrer le top 10 à la suite de son camp d'évaluation. Ça a vraiment été le grand gagnant, selon plusieurs observateurs là, du camp d'évaluation en fin de semaine dernière. Mhm. On peut parler de l'allié rapproché Kenyon Sadiq également de l'Université Oregon. Écoute, Cédric a réussi un chrono de 4 secondes et 39 centièmes aux 40 verges. Ça, c'est le chrono le plus rapide à la position d'ailier rapproché. Puis j'ai été surpris parce que moi, je pensais que c'est Vernon Davis qui détenait toujours le record. Moi, je croyais que Vernon Davis, là, ça fait longtemps, là, on parle du repêchage de 2006, c'est le premier repêchage que j'avais couvert pour RDS, donc ça fait 20 ans. Mais Vernon Davis, moi, je suis persuadé qu'il avait couru un 4-3-8, mais finalement, on dit que c'est un 4-4-0 qu'il avait couru. Bref, OK, ça fait 20 ans de ça. Faut que j'en revienne. Mais c'est ça, Cédric, un 4-3-9. Marc-André. 4-3-9. C'est Puis fou. quand tu le vois physiquement, c'est juste du muscle. Je sais pas si tu l'as vu, là, des images de lui, Mhm. mais c'est juste du muscle. En tout cas, il n'y a aucun doute qu'il va être repêché en première ronde. La seule chose, mesure juste 6 pieds 3 pouces. Je ne sais pas s'il va être capable de bloquer sur le coin de la ligne face aux grands et les défensifs, mais je pense qu'on va l'utiliser comme une arme du côté de l'attaque. Mais pour lui, c'est une question, encore une fois, d'être repêché par la bonne équipe et que cette équipe-là va savoir comment bien l'utiliser. C'est une comparaison boiteuse, mais Colson Loveland, l'année dernière, il a été repêché par les Bears. La façon dont les Bears ont utilisé, on l'a vu en deuxième moitié de saison, on utilisait vraiment ses forces. Alors, ça va être à l'équipe qui va repêcher Cédric de faire la même chose avec lui. Une chose peut-être qui va contre Sadiq, il a participé au test physique, ça, il a vraiment été exceptionnel. Par contre, il n'a pas participé aux exercices là, sur le terrain. Et on dit, s'il y a vraiment un point négatif ou un point à soulever, c'est qu'on dit qu'il n'a pas les meilleures mains. Et comme il n'a pas voulu participer aux exercices sur le terrain, mais écoute, Hmm. c'est tout à son honneur, là, je veux dire, on démontre ses forces dans ces affaires-là. Puis tu as parlé de Vernon Davis, c'est la comparaison que les observateurs font avec Kenyon Sadiq. Donc j'ai bien hâte de voir. Lui aussi, ça risque d'être un choix de première ronde. Tu as bien mentionné qu'il n'a pas fait toutes les drills en langage de football au camp d'évaluation, parce que là, ça, c'est une tendance qu'on voit depuis quelques années. Euh, tu sais, il y a des joueurs qui choisissent ou même de ne pas participer du tout au camp d'évaluation. Tu sais, donc ça fait en sorte que l'évaluation justement des équipes n'est pas nécessairement complète. Là, on va voir CD qui va rester le Pro Day sur le campus d'Oregon à Eugene. Donc on va voir peut-être que là, il va faire les autres tests qu'il n'a pas fait. Mais tu fais bien de mentionner parce que souviens-toi de Marvin Harrison il y a 2 ans. On disait Marvin Harrison Mhm. Jr., on ne peut pas rater ça. C'est une valeur sûre au repêchage. Puis, depuis que les Cardinals l'ont repêché, il est une déception. Puis Marvin Harrison fils, il avait décidé de ne pas participer au camp d'évaluation. Lui, il avait dit, regardez, moi j'ai assez de bandes vidéo, regardez les vidéos de mes matchs, et jugez-moi avec ça. Les Cardinals ont pris une chance. Mais on ne voit pas Marvin Harrison.
Clairement, il n'est pas explosif. Il n'y a pas nécessairement de séparation face au demi de coin lorsqu'il est couvert. Puis il est une déception après 2 saisons. Donc, c'est ça, là. Tu sais, ça, faut garder ça en tête, qu'est-ce que tu viens de dire. J'ai hâte de voir si justement il va faire les autres tests à son Pro Day. Parce que sinon, ça pourrait être une mauvaise surprise pour l'équipe qui va le repêcher, là. Ben, tu sais, c'est des questionnements que les gens ont, mais le problème, c'est qu'en faisant ça pour Sadik, tu mets de l'huile sur le feu ou tu donnes du carburant à ceux qui disent: «Ouais, il y a peut-être pas les meilleures mains, du repêchage, là», comparativement à un gars comme Eli Stowers, là, qu'on a vu de Vanderbilt, par exemple. Mais encore là, ça demeure un athlète incroyable, là. Je pense que toute équipe qui est à la recherche d'un ailier rapproché vont vouloir, repêcher Kenyon Sedic assez tôt. Mais ouais, c'est juste que c'est ça. Tu donnes du carburant à ceux qui disent il n'y a pas les meilleures mains, puis tu vois, il n'a pas voulu faire les Mm. exercices là, sur le terrain. Donc, écoute, ça fait juste. Les gens font des liens assez faciles souvent. Tu fais comme ah, peut-être que le gars est au courant que c'est peut-être sa faiblesse. Là. Il essaie de cacher quelque chose. Comme Marvin Harrison a Exact. caché son temps aux 40 verges. Un qui n'a rien caché, qu'on se doute qu'il va sortir dans le top 10, c'est le porteur de ballon Jeremiah Love, qui est le meilleur porteur de ballon de ce repêchage. Et pour plusieurs, c'est même pas serré. Est-ce qu'il t'a impressionné? Est-ce qu'il a livré la marchandise, Didier? Comme tu l'as dit, écoute, lui, c'en est un qui aurait pu rien faire parce qu'il est considéré de loin comme étant le meilleur porteur de ballon disponible au repêchage cette année. Mais pas juste ça. Écoute, avec la performance qu'il a eue, tu sais, il y a un argument pour dire qu'il est le meilleur joueur du repêchage à toutes positions confondues, le Jeremiah Love. Là. 6 pieds, 212 livres, a couru un 4,36 au 40 verges. Comme comparaison, tu sais, on parlait de Jameer Gibbs tout à l'heure, ben, il pèse 12 livres de plus que Jameer Gibbs. Puis il a reçu un chrono similaire à celui de Gibbs aux 40 verges, 6 pieds, comme je l'ai dit. Puis qu'est-ce qui est impressionnant, Marc-André, c'est après avoir participé, là, tu sais, on vient de parler bon, de Cédric qui n'a pas tout fait des tests sur le terrain. Mais Jamar Love, non seulement il a participé à tous les tests de position, au drill de position des porteurs de ballon, mais après ça, il est allé faire tous les exercices à la position de receveur de passe afin de démontrer à quel point il a des bonnes mains, qu'il peut courir des bons tracés de passe. Regarde, moi j'ai hâte de voir où il va être repêché. Il y a toujours ce dilemme-là. Là, est-ce qu'on repêche? Est-ce que ça vaut la peine de repêcher un porteur de ballon en première ronde? On en parle à tous les ans. Regarde l'année dernière, les Raiders, avec la sélection d'Ashton Genty, alors qu'on n'avait pas de ligne à l'attaque. Et Love est un meilleur espoir à position de porteur de ballon que Genty. Là. Pour moi, il n'y a aucun doute Ah là-dessus. ouais? Selon toi? Mais c'est ça. Ouais, 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 ouais. Ah ouais. Ouais, je pense, écoute, il y avait trop de. Là, bon, là, c'est sûr, je dis ça avec un an de recul. Mais dans le cas de Genty, tu sais, je pense qu'on n'a pas pris suffisamment en considération le niveau de compétition. Tu sais, dans la conférence dans laquelle il jouait, à toutes les semaines, il gagnait 200 verges, 300 verges au sol. Mais il y a le niveau de compétition aussi qui est un facteur. Puis quand tu vois Love physiquement, il est plus imposant physiquement. Euh, ouais, moi je pense que Jeremiah Love, si on regarde à pareille date l'année dernière, si on comparait les deux, c'est un meilleur espoir qu'Ashton Genty à la position de porteur de ballon, je pense. Je pense qu'il est plus talentueux. Intéressant, Il est plus intéressant. grand, il est On plus le voit beaucoup. rapide. Ouais. En tout cas, on verra le genre On le de voit, carrière qu'il va avoir, mais On le voit beaucoup dans les mock drafts, dans les repêchages simulés, comme successeur à Alvin Kamara aux Saints en 8, ou avec les Chiefs également, ça sera un beau cadeau tombé du ciel en 9 du côté des Chiefs. Tu as parlé de temps aux 40 verges tout à l'heure, là, qui ont laissé les gens perplexes parfois au cours des dernières années. Un qui a soulevé la controverse, c'est Carnell Tate, le receveur de passe de l'Université Ohio State, qui a pas fait un mhm. bon 40 verges. Didier, est-ce qu'il t'a déçu? Ouais, il a couru un 4-5-3. Tu sais, c'est à quel point là, les receveurs sont rapides maintenant. Là, tu sais, on dit qu'un 4-5-3, c'est décevant en termes de rapidité. Mais c'est décevant en termes qu'il y a des gens qui pensent qu'il est le meilleur receveur de passe du repêchage. Mais est-ce que c'est dû au fait que c'est un receveur qui est un produit de l'Université Ohio State? Simplement, parce que les receveurs que les Buckeyes ont produits là, lors des 10 dernières années, là, avec leur ancien entraîneur des receveurs de passe, Brian Hartline, lui qui est un gourou à la position de receveur, il a maintenant quitté Ohio State depuis la conclusion de la saison. Mais c'est ça, tu sais, Carnell Tate, puis là, il vient, il court un temps qui est quelque peu décevant. Et jumelé au fait qu'il n'était même pas le meilleur receveur de passe du côté des Buckeyes d'Ohio State,
Là, tu vas me dire, on pourrait dire la même chose de Ebuka, qui a un beau début de carrière, du moins un beau début de saison recrue avec les Buccaneers de Tampa Bay. Donc, c'est ça, j'ai des réserves face à Cardinal Tate. Euh, Parce que justement, à Ohio State, bon, le système, on produit des receveurs année après année. Mais lui, est-ce qu'il est aussi bon que ça? Au cours des prochaines semaines, là, je vais me mettre à regarder plus justement de matchs des espoirs en vue de me préparer pour le repêchage. Mais je vais me pencher sur le cas de Cardinal Tate. Mais moi, j'ai trouvé que c'était pas alarmant. Alarmant, c'est trop fort comme nom. On va attendre le Pro Day qui va avoir lieu à Columbus sur le campus des Buckeyes. Peut-être qu'il va être en mesure d'améliorer son chrono aux 40 verges. Mais pour être le tout premier joueur, le tout premier receveur sélectionné, 4-5-3, je pense que ça va refroidir les ardeurs de certaines équipes. On va se dire les vraies affaires, Didier. La pépite, c'est Jeremiah Smith. Hein. Ouais, mais il faut attendre un an. Il faut attendre un an. Pas admissible au c'est, repêchage encore. J.R. Smith, pour c'est, les gens qui c'est- ne connaissent pas, ben justement, c'est le receveur vedette des Buckeyes d'Ohio State, son ancien coéquipier à Cardinal Tate. Mais il faut patienter un an. Dans un an, on va parler de lui, Marc-André. En tout cas, Cardinal Tate, ses résultats au test d'évaluation en fin de semaine, au camp d'évaluation, l'a pas trop fait glisser dans les repêchages simulés en ce moment. On le voit quand même sortir dans le top 10 là, assez aisément. Il y a même des rumeurs comme quoi que les équipes l'ont vraiment testé. Là, ils ont pas le même chiffre qu'au test d'évaluation. Bref, Cardinal Hmm. Tate, j'ai hâte de voir les comparables, là, les comparaisons, on le compare à CD Lamb. Là. Écoute, c'est des grosses comparaisons. Mais encore là, je pense que Didier, c'est des lames, c'est un peu fort. Là. Si j'envoie ton analyse, Ouais, moi, je trouve ça. C'est riche pour moi. C'est un peu trop riche. Traduit de l'anglais, là, cette expression-là, mais c'est un peu trop. C'est un peu trop pour moi. C'est too much un peu. Bref, en tout cas, on verra. Mais ouais, je trouve ça, c'est un peu trop de comparer à CD Lamb. Peut-être en raison de son physique, tu sais, été lancé comme ouais. CD Lamb. Plus ça, mais en tout cas, on va voir qu'est-ce qu'il va avec Cardinal Tate. Comme je te dis, il faut que j'ai beaucoup de matchs à regarder au cours des prochaines semaines. J'ai déjà commencé, mais j'ai pas fait les receveurs encore. Donc, je vais te revenir là-dessus, tiens. C'est la saison, Didier, aussi, où on parle des mains des joueurs. Et Ruben Bain, Université de Ouais. Miami, À la ailier longueur de bras. défensif. La longueur de bras, ouais, exact, les mains. Ça a Ouais. été le sujet de discussion de la fin de semaine. C'est l'un des joueurs avec les plus petits bras à la position depuis genre des nombreuses années. Je pense que j'ai vu 2003. Et ça t'inquiète, Didier. Ouais. En plus, Ben, ça, c'est qui a pas Cassius participé à rien. Howell. Ouais, ça c'est Ben Cassius aussi. Howell. On peut en parler les deux en même temps. Oui, non, non, c'est ça, les deux sont. Mais Bane, on s'attendait là, tu sais, que ses bras allaient être courts. Écoute, j'ai ça ici. Ruben Bane, c'est 30 pouces et 7 huitièmes. C'est loin d'être idéal, là. Du moment que c'est en bas de 32 pouces à longueur de bras, lorsque tu joues sur la ligne, que ce soit sur la ligne défensive ou la ligne à l'attaque, ça peut être un problème. Bane a un style robuste. Vraiment, c'est tout un joueur de football. Il a été très productif avec les Hurricanes de Miami l'année dernière. Il était un de leurs meilleurs joueurs. Euh, Écoute, c'est un joueur qui mise sur la robustesse d'abord et avant tout. Quand tu le vois physiquement, 270 livres, il a de grosses jambes. Euh, mais si tu as les bras courts, tu sais, oublie pas, là, tu vas faire face à des bloqueurs de 6 pieds 6, 6 pieds 7 pouces. C'est la même chose à la position d'ailier rapproché. Les ailiers rapprochés du côté de la NFL sont grands. Ils ont des longs bras. Donc ça va être quelque chose à prendre en considération. Mais il a été productif avec les Hurricanes de Miami. Mais est-ce qu'il sera en mesure d'être tout autant productif du côté de la NFL avec ses courts bras? Mais dans le cas de Cassius Howell, lui, c'est un ancien de Texas A&M. Lui, c'est vraiment alarmant, Marc-André. Puis ça, tu fais référence à 2003. Ben, c'est ça. Cassius Howell, ses bras, 30 pouces et un quart. OK? C'est encore plus court que Ruben Bain, qui lui, c'était 30 pouces et 7 huitièmes. Depuis, j'ai ça ici dans mes notes, c'est depuis 2004. Il n'y a aucun joueur qui a participé, en fait, aucun chasseur de quart qui a participé au camp d'évaluation qui avait des bras aussi courts. Mais c'est pas juste ça, Marc-André. Il n'y a aucun chasseur de quart dans la NFL présentement, là, la saison dernière, qui avait des bras aussi courts que ceux de Cassius Howell. Donc, ça aussi, ça peut être un problème. Donc, ces deux joueurs-là, juste au mesurage, ben là, je pense qu'ils ont perdu de l'argent. J'ai hâte. Puis on parlait de Ruben Bain, potentiellement d'un choix dans le top 10. Cash Howell, on en parlait plus vers la fin de la première ronde. Mais j'ai hâte de voir ça. D'après moi, à cause de ça, Bain va chuter, il va être repêché plus tard. Puis ça va être la même chose pour Howell. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'Howell, dans le meilleur des cas, il va être un choix de deuxième ronde seulement.
Parce que ça, c'est du jamais vu. Tu sais, est-ce que si tu es un DG, Marc-André, est-ce que tu te sentirais à l'aise de repêcher un joueur comme Cassius Howell, que ça fait plus de 20 ans qu'il n'y a pas un joueur avec un chasseur de quart avec des bras aussi courts, tu sais, qui a participé au camp d'évaluation, puis qui a aucun chasseur de quart dans la NFL qui a des bras aussi courts. Est-ce que tu te sentirais à l'aise de repêcher ce gars-là en première ronde? La réponse pour moi, c'est Hmm. absolument pas. Non, je me sentirais pas à l'aise. On dit que Ruben Bain, par exemple, il compense depuis toujours avec sa force, comme tu l'as dit, c'est un gars extrêmement fort, extrêmement dynamique, un dynamo. Mais par contre, oui, Cassius Howell, c'est vraiment plus. Mais moi, ça me fascine toujours, Didier, de savoir qu'on s'attarde à ces petits détails-là au niveau de la NFL. J'ai toujours pris ça avec un grain de sel. Tu te souviens, même Kenny Pickett, c'était Euh, des petites mains, des petits bras. Will Campbell, on disait on ça avait l'année raison dans dernière le cas de aussi. Pickett. Mais Ouais, c'est mais ça. on Will avait raison dans le Campbell, cas de Pickett. Tu sais, c'est la raison pour laquelle ouais. il portait des gants. Il porte des gants, hein. Mais j'ai toujours trouvé que c'était peut-être exagéré, mais ça me fascine. En plus, Non, ça l'est un pas. athlète peut rien faire. Tu peux pas rien faire. Il y a pas, Inspecteur Gadget n'existe pas, là. Tu sais, je veux dire, tu peux pas changer ça et tu peux pas allonger tes bras. Ça se fait juste pas. Tu né comme ça. Mais oui, c'est vrai, même Will Campbell, là, on remettait en cause ses petits bras, là, ou ses petits bras l'année dernière, lorsque ça s'est mal terminé, là, en fin de saison. Ben oui, c'est quelque chose à prendre, mais moi ça me fascine à quel point juste ce petit détail-là peut changer quelque chose pour un pêcheur. Je peux te faire glisser, dans le cas de Cassius Howell, là, hors de la première ronde. Ouais, mais c'est justement, c'est que c'est pas un détail. Tu sais, parce que veut pas, tu sais, pense-y, là, si tu fais face à un joueur qui a des plus longs bras que toi, puis c'est pas juste les bras, là, on s'entend, là, il faut que le joueur soit mobile aussi et tout, mais à égalité, surtout rendu à ce niveau-là, tu sais, t'es du côté de la NFL, tu joues contre des hommes, tu viens de mentionner Ruben Bain, tu es un joueur qui est fort physiquement, mais ça, il le fait, tu sais, contre des athlètes qui ont 18, 20, 21, 22 ans. Une fois que tu arrives dans la NFL, c'est complètement différent, là. Là, tu joues contre des hommes qui sont matures physiquement, qui sont très forts, tu joues contre les meilleurs des meilleurs. Donc, il faut que tu aies d'autres moyens de gagner tes batailles un contre un. Donc, est-ce qu'il sera en mesure de le faire? Parce que si tu vas contre un joueur de ligne à attaque qui a des plus longs bras que toi et qui sait comment s'en servir, ben, tu ne pourras jamais t'approcher de lui, là, tout simplement. Tu ne pourras jamais t'approcher de lui, puis pas juste pour le battre en situation de passe, mais également contre le jeu au sol. À un moment donné, tu as besoin de créer de la séparation, de te désengager du bloqueur pour aller faire le plaqué. Et si le bloqueur a des plus longs bras que toi, ben, ça va être difficile de faire ça. Donc, c'est ça. Je sais que ça peut paraître un peu ridicule des fois lorsqu'on met autant d'emphase que ça sur la longueur de bras. Mais je pense que il y a une raison à ça. Mais autant qu'il y a des joueurs qui connaissent du succès, je me souviens de Braden Fisk, le plaqueur des Rams de Los Angeles, qui vient de terminer sa deuxième saison. Lui, c'est une des raisons pour laquelle il n'a pas été repêché en première ronde, malgré le fait qu'il avait été productif à Florida State. Mais à la position de plaqueur, il avait des bras qui étaient courts. On se disait, est-ce qu'il sera en mesure d'être productif dans la NFL? La réponse est que oui. Il connaît un excellent début de carrière, mais ce n'est pas le cas pour tous les joueurs qui ont ce problème-là, si tu veux. Wow! Mais c'est fou à quel point certaines statistiques de ces tests d'évaluation, comme la longueur des bras, on peut en tenir compte. Mais tu sais, tu parlais de 40 verges tantôt. Tu sais, moi, j'ai toujours Puka Nacua en tête, là. Je veux dire, ce gars-là est passé sous le radar lors de son test de 40 verges, puis il est devenu un joueur vedette dans la NFL. Il y en a plusieurs qui disent qu'on devrait courir le 40 verges en équipement, en tout cas avec des épaulières. Ça pourrait nous donner une meilleure valeur là, de la valeur d'un joueur, un meilleur résultat de la valeur ou une meilleure estimée de la valeur du joueur. Bref, c'est juste ça que je voulais dire, mais oui, la longueur des bras. Moi, je trouve ça fascinant, ça me fascine tout ça. À quel point 2 ou 3 pouces, quelques pouces peuvent faire toute une différence là, au final. Ouais, là, ben, on le dit tout le temps, hein, c'est une question de pouces, de centimètres. Tu sais, entre la victoire et la défaite, des fois, lors de rencontres, là, tu sais, puis lors de jeux durant un match, ben, ça aussi, c'est un Mm. facteur. Là. Une question de pouces, de centimètres, là, ça n'en prend pas beaucoup pour faire une différence. Yes, effectivement. Bon, ben, allons du côté du fantasy football, Marc-André, afin de terminer l'épisode en beauté. Ben, depuis quelques semaines, la semaine dernière, on s'est attardé à la position de porteur de ballon en compagnie de Gilles. Vous avez partagé avec nous vos surprises et déceptions. Alors, cette semaine, ben, tu es là en solo, mais tu vas nous parler de la position
d'ailier rapproché. Puis on avait vraiment vu un changement à cette position-là. Et Travis Kelce était la valeur sûre. C'est plus le cas, mais j'ai parlé de Colson Loveland, Tyler Warren. Il y a en Arizona, là, bon, Trey Trey McBride, McBride. qui est devenu, ben oui, l'ailier rapproché le plus productif de toute la NFL. C'est comme ça on a assisté à un changement de garde. C'est ça que j'essaie de dire Hmm. lors de la dernière saison, à la position d'ailier rapproché là, pour le fantasy football. Et la position d'aller rapprocher 100 milliards d'année en année, là, ça fait quoi? Ça va faire 2 ans, là, comme Sam Laporta. Ça a commencé avec Sam Laporta, ensuite Brock Bowers. Il y a des ailiers rapprochés élites, Mm. recrues, là, ou qui font la différence au niveau fantasy. Et parlant de ma première surprise, c'en est une recrue. Harold Fannin Jr. des Browns de Cleveland, repêché comme ailier rapproché numéro 34. Il a terminé 5e au total à la position d'aller rapprocher. Didier, avant la Wow! saison, on se demandait, mais en fait, il n'était pas repêché là, lorsqu'on est repêché au numéro 34. Bref, on se demandait, c'est qui ce gars-là de Bowling Green? Est-ce que tu penses vraiment qu'il peut avoir un impact à sa saison recrue dans la NFL? La réponse est oui. 70 réceptions, c'est le plus grand nombre pour un ailier rapproché avant l'âge de 22 ans. Il a été utilisé à toutes les sauces dans l'attaque des Browns de Cleveland. C'était beau à voir. Et lors des 5 matchs sans David Njoku, qui a terminé en format PPR comme ailier rapproché numéro 4 lors des 5 matchs où David Njoku n'était pas de la formation. Moyenne de 17 points fantasy par match entre les semaines 14 et 17. Ça a été vraiment une belle surprise, une révélation. Il vous a fait gagner des semaines à Harold Fannin. Et David Njoku, on en a parlé, il va devenir les joueurs autonomes. Il ne sera plus dans les pattes d'Harold Fannin. Le problème, Didier, c'est que j'ai encore hâte de voir qui va lui lancer le ballon. C'est la grande question parce qu'Harold Fannin pourrait connaître du succès encore l'année prochaine. Mais j'ai hâte de voir le quart. Toujours la question avec les Browns. Ah, Toujours ça. ben écoute, hein, le retour de Deshaun Watson. Le retour Et de là là. Deshaun Watson, il semblerait, là. Mhm. Deshaun Watson et Shedeur comme carrière réserviste, bref, ils vont se battre lors du camp d'entraînement, mais ça pourrait être ça. Allez, hey, on va parler de Dallas Goedert maintenant, de ton équipe, les Eagles de Philadelphie. Puis tu crois que sa production a été une surprise hein, lors de la dernière saison? Repêché comme 16e allié rapproché, il a terminé au 3e rang à la position d'allié rapproché. Pourquoi? Parce qu'il a inscrit 11 touchés sur réception. Il avait inscrit en moyenne 3,4 par saison lors de ses 7 années précédentes. Donc, c'est vraiment ça qui est venu faire augmenter la valeur ou le résultat là, ou le rang fantasy de Dallas Goedert. En fait, Didier, incluant les éliminatoires, il a inscrit 13 touchés la saison dernière mais Hmm. seulement 3 de plus divers. Ça, c'est intéressant parce qu'il était vraiment la cible de prédilection en court gain dans la zone payante. Ça n'a pas été de tout repos comme saison pour Dallas Goedert parce que oui, c'est là un peu que le fantasy et la réalité viennent faire une différence parce qu'il a obtenu le pire ratio de verges par réception et de verges par attrapé de sa carrière. Donc, c'était vraiment pas facile, mais il a compensé par justement inscrire un touché. Et on sait qu'un touché en fantasy, c'est 6 points. Lui aussi va devenir joueur autonome la semaine prochaine, il va se trouver Ouais. du boulot ailleurs qu'à Philadelphie. Il faut laisser de la place à Kenyon Sedic à Philadelphie, Didier. Mais, mais, C'est mais ton oui, souhait Dallas pour le Goedert, j'ai hâte. repêchage, Canyon Sedic? Hein? Peut-être, Ouais. peut-être, peut-être. Mais oui, Dallas, puis là, en plus, j'ai déversé mon fiel sur Candice Sedic à quel point qui était pas bon. Là. Je laisse tout. Je veux. Il y a des DG qui m'écoutent. J'ai Hmm. essayé de. C'est un petit jeu là, que je fais, c'est des petits messages subliminaux. Bref, pour revenir à Dallas Goedert, j'ai hâte de voir avec quelle équipe il doit s'aligner la saison prochaine. Mais dans la bonne situation, il pourrait être un ailier rapproché que vous allez repêcher loin. Il pourrait être payant selon son rang de sélection. Ouais, Goddard qui va avoir 31 ans au début de la prochaine saison. On va faire un tour maintenant du côté de la Nouvelle-Orléans où Johan Johnson a connu de bons moments surprenants à l'image de la saison des Saints. On croyait, en tout cas, moi je croyais que les Saints allaient terminer la saison avec la pire fiche de la NFL, que Tyler Shock allait être un flop monumental. Mais non, ça a été le contraire. On a été en mesure de connaître relativement du succès à la Nouvelle-Orléans. Puis Johan Johnson a été un rouage important. Repêché comme allié rapproché numéro 32, donc pratiquement pas repêché dans les poules fantasy, était disponible sur votre fil de joueur autonome. Terminé comme allié rapproché numéro 9, c'est intéressant, ciblé 102 fois. Ça, c'est un sommet personnel, c'est énorme. Plus de sensible pour Joanne Johnson, c'est ça qu'on recherche à la position d'allié rapproché parfois. Et j'aimerais voir vraiment, mettre en lumière la différence entre Dallas Goedert, qui lui, sa production a été à cause de ses 11 touchés, mais Joanne Johnson seulement 3 touchés, mais près de 900 verges, donc de 102 cibles et 900 verges. C'était vraiment lui
Il a excellé en format PPR, puis justement, c'est son nombre de réceptions, son nombre de verges qui ont fait la différence. Moyenne de 11 points par match. Et les Saints, j'ai hâte de voir parce que Joanne Johnson est encore sous contrat avec les Saints pour l'année prochaine. Est-ce qu'on va vouloir ajouter un receveur pour aider le Tyler Shot avec Chris Olave? J'ai hâte de voir, ça pourrait venir jouer dans les cibles justement de Joanne Johnson, mais si ça sera surveillé, si les Saints ne font pas de mouvement au repêchage ou sur les joueurs autonomes ou de mouvements significatifs, disons ça comme ça, mais je pense que Joanne Johnson, lui aussi, va être une belle valeur là, en 2026. Il pourrait l'être. Maintenant, parlons de tes déceptions à la position d'ailier rapproché. On va commencer avec T.J. Hawkinson des Vikings du Minnesota. Un peu à l'image de Justin Jefferson, ben lui, il était pris avec la situation de carrière qu'on avait du côté des Vikings. Repêché comme ailier rapproché numéro 6, terminé comme receveur ailier rapproché numéro 26, ça a été, on pensait bien qu'il Ouf. avait bien terminé la saison 2024, T.J. Hawkinson, après avoir subi une grave blessure. On pensait qu'il allait revenir l'ailier rapproché dominant qu'il était. Ça n'a vraiment pas été le cas. Il a inscrit plus de 10 points fantasy une seule fois dans les 10 départs de J.J. McCarthy. Il y avait peut-être un lien de cause à effet également ici. Mais l'affaire, Didier, c'est qu'il a couru 418 tracés cette saison. TJ Hawkinson a été ciblé 64 fois. Ça me dit qu'il n'a pas été Hmm. impliqué du tout dans l'attaque des Vikings. On peut mettre ça sur le problème de corps. On peut se dire qu'il a eu également de graves blessures dans sa carrière. Moi, je suis en train juste de me demander s'il n'est pas au bout du rouleau, lui aussi. C'est une bonne question parce que si je me souviens bien, il n'avait pas déchiré un de ses ligaments croisés antérieurs lorsqu'il jouait Mhm. pour les Lions en début de carrière aussi. Je pense que ça fait 2 fois que ça lui arrive. J'ai donné le bénéfice du doute à cause de J.J. McCarty, juste à cause de ça, mais ouais, c'est une bonne question à se demander à la fin de savoir est-ce qu'Hawkinson est rendu au bout du rouleau. Maintenant, Evan Ingram des Broncos de Denver, je me souviens durant l'été, là, Sean Payton, je sais pas si tu te souviens de ça. Tu sais, il encensait Evan Ingram, il disait qu'il allait l'utiliser, qu'il allait en faire son nouveau Jimmy Graham. Il n'y a rien de ça qui est arrivé. J'ai attendu toute l'année pour voir ça. Ça n'a jamais été le cas. On n'a même pas eu droit à Jimmy Graham avec les Bears, tellement que c'était pas facile pour Evan Ingram. Repêché comme ailier rapproché numéro 8, terminé comme ailier rapproché numéro 29. C'est le fameux Joker de Sean Payton. Didier, là, on va se dire les vraies affaires. C'est 2 fois qu'il nous fait Ouais, c'est prendre ça avec qu'il cette disait. phrase-là. Evan Hmm. Engram puis Greg Dulcich, tu t'en souviens? Ah, le Joker, il va être partout, ça va être Ah incroyable. ouais. Puis, Ouais, ouais, ça, écoute-moi, c'est là, lors de la première année de Peyton avec les Broncos, je pense, qui s'est exact, mis à encenser exact, d'autres. Ben oui. ex- je tiens à Fait que la dire que je leçon, tombe c'est plus, quoi? Peu importe qu'est-ce que je Peyton tombe, va dire l'été prochain, porte pas attention à ça. je tombe plus dans le panneau. 2 fois, c'est assez. Je me suis brûlé 2 fois, ça sera pas 3 fois, Didier, parce qu'on se Hmm. posait la question. 114 réceptions en 2023, c'était quand même fascinant là, pour Evan Engram avec les Jaguars. L'année dernière, en 2024, il avait été blessé. On se disait, bon, l'année dernière, avec Sean Payton, justement, le Joker, l'attaque, Mhm. Jimmy Graham, ça va être super. Finalement, il a obtenu plus de 40 verges une seule fois. Plus de 40 verges, pardon, en un match, 4 fois dans toute la saison. Ça a été vraiment pénible. Il a inscrit un seul touché, imagine-toi donc. Il est sous contrat pour la saison 2026. Mais écoute, l'attaque des Broncos passe ailleurs. Là. Je ne repêcherai pas Evan Ingram dans mes poules l'année prochaine parce que, écoute, on l'a vu, là, il n'est pas tellement impliqué. Il y a tellement de bouches à nourrir avec les Broncos que je pense qu'Evan Ingram, là, on va pouvoir passer là, en 2026. Et maintenant, on va terminer ta chronique Fantasy Football en parlant de David Njoku. On a mentionné son nom tout à l'heure. Il va devenir un joueur autonome sans compensation la semaine prochaine. Mais il fait partie des déceptions à la position d'ailier rapproché, mais c'est un peu à la T. Hawkinson. Là. Tu sais, lui aussi, il n'était pas nécessairement dans une bonne situation stable à la position de carrière, bien sûr. Je voulais également boucler la boucle. Là. J'ai commencé avec Carol Fanning. C'était comme un genre de concept, Ah vous oui, c'est voyez. vrai. Ah oui, oui, oui. Repêché Les comme ailiers allié rapprochés rapproché des numéro Browns. Ailier rapproché numéro 10, terminé comme ailier rapproché numéro 32. Bon, il a été blessé, il a manqué 7 matchs. Donc, écoute, son rang, où ce qu'il a terminé, ça vaut pas grand-chose. 33 réceptions, 293 verges, seulement 4 touchés, ça vaut pas grand-chose. Ça nous permet juste de le voir en bédaine. Encore une fois, à quel point il est musclé sur la photo. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il a obtenu seulement 6 réceptions lors des 5 derniers matchs. Il n'était plus impliqué dans l'attaque des Browns. Et Harold Fanning, dit ça, c'est intéressant. Il a été ciblé 22% du temps la saison dernière dans l'attaque des Browns. Harold Fanning, l'allié rapproché recru, donc
Il a été ciblé à outrance, a vraiment joué dans les plates-bandes de David Njoku, j'en conviens, mais Arrow Fannin était clairement l'ailier rapproché également le plus explosif sur le terrain. Et les joueurs autonomes est à la recherche d'une situation idéale. Il va peut-être se dénicher un emploi où on va se dire il est vraiment l'ailier rapproché numéro 1 incontesté. On ne remettra jamais en cause ou en doute ses qualités athlétiques, David Njoku, mais j'ai hâte de voir où ce qu'il va aboutir parce que ça pourrait venir influencer là, son rang de sélection, ou sa sélection ou non même, je dirais, au niveau fantasy la saison prochaine. Hmm. Ouais, donc lui, Dallas Goedert également, en position d'ailier rapproché, qui seront disponibles via le marché des joueurs autonomes. En tout cas, on verra lequel des deux va signer en premier. Là. J'ai bien hâte de voir ça. Écoute, Marc-André, on a fait le tour. La semaine prochaine, on va avoir un épisode qui va être chargé parce que mercredi prochain, ça va être le début justement de la période des joueurs autonomes. Donc d'ici là, j'espère qu'il va y avoir des transactions qui vont être faites, qu'on va pouvoir en Mhm. discuter la semaine prochaine. Qui sait, peut-être un Max Crosby sera finalement échangé. Il y a tellement de rumeurs qui circulent en ce moment. Bref, on va voir ce qui va arriver, mais c'est sûr que ça va bouger. Il va y avoir de l'action. La prochaine fois qu'on va se parler, toi et moi, il va y avoir eu plusieurs joueurs qui vont changer d'adresse à cause du marché des joueurs autonomes. Mais les transactions aussi, j'ai l'impression que ça s'en vient. Là. Ouais. Lundi, mardi, mercredi prochain, là, ça va commencer à brasser, ça va être intéressant. Ben, tant mieux, tant mieux. Donc, nous, on sera là afin de réagir justement à toutes ces transactions du côté de la NFL. Hey, je te dis un gros merci, Marc-André, un gros merci également à Guillaume et un merci à vous, les gens qui nous regardent via la chaîne YouTube ou qui téléchargent le podcast à toutes les semaines pour l'écouter. C'est grandement apprécié. Alors, on vous reparle la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.